15 milliards d'euros, vous l'avez vu, d'aide que le gouvernement apporte à toute l'industrie et à la filière aéronautique. Tant mieux. Enfin, si on enlève déjà les 7 milliards alloués sous forme de crédit à Air France, il ne reste que, j'ose dire, 8 milliards. Mais c'est colossal. Tenez, pour bien comprendre, je vais vous donner deux ordres de grandeur. Le premier, par exemple, c'est Elon Musk, avec sa fusée Falcon 9 et sa nouvelle cabine spatiale, la Crew Dragon. Il a obtenu un crédit de la NASA, un bon d'achat de seulement 3,2 milliards. La future fusée européenne Ariane 6, eh bien, c'est un programme qui coûte aux alentours de 3 milliards. Donc vous voyez, l'aide de 8 milliards à l'industrie aéronautique est énorme. La contrepartie, c'est que le gouvernement dit, bien d'accord, on vous aide, mais il faut décarboner l'aviation. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est pas facile. Est-ce que finalement, on a été peut-être un peu trop loin? Parce que l'échéance, c'est 2035, on est en 2020, c'est 15 ans. Et en 15 ans, il va falloir révolutionner complètement l'aéronautique. Pas si sûr qu'on y arrive. Allez, faisons le point des recherches. Alors, pour réduire la consommation des avions, et Dieu sait si des progrès considérables ont été faits au cours des 10 dernières années, puisqu'on a à peu près réduit de 20% la consommation de la dernière génération d'appareils, et surtout, on a réduit le bruit, ne l'oublions pas, comme nuisance. Les premiers progrès à faire, ce sont les progrès dans l'allègement. Et oui, avec l'utilisation des composites, on allège au maximum l'appareil. Comme pour l'automobile, le poids, c'est l'ennemi. La deuxième, c'est continuer à travailler sur l'aérodynamique. Voilà des voies de recherche. Par exemple, Airbus s'intéresse à nouveau au BLAD Project. BLAD, la lame, le projet lame. C'est-à-dire de repenser l'aile de l'avion de façon à s'inspirer de l'aile des planeurs, c'est-à-dire très mince, un très grand allongement, et surtout de donner un écoulement laminaire à l'air, et non pas un écoulement turbulent. Vous savez que sur l'aile d'un avion, eh bien, les filets d'air passent sur le dessus de l'aile, ils lèchent en quelque sorte le dessus de l'aile, ce qui donne la portance, mais derrière, il y a des décollements, il y a des tourbillons, et qui dit tourbillon dit perte de portance, mais dit également perte d'énergie. D'où l'idée de recoller les filets d'air. Avec le BLAD Project, regardez, on place au bout de l'aile d'un A340, donc une portion d'aile à écoulement laminaire, et cette portion d'aile, elle est creuse, avec des canaux à l'intérieur, pour en quelque sorte canaliser le flux d'air. Autre voie de recherche qui est menée, qui est de s'inspirer le biomimétisme. Oh, ça c'est pas nouveau. Il suffit de regarder le vol des avions. Tenez, vous vous souvenez le premier avion, Clément Ader, avec sa chauve-souris qui avait, s'est soulevé de 150 mètres à Gretz-Armainvilliers. Il utilisait malheureusement un moteur à vapeur qui était beaucoup trop lourd. Mais il imitait le vol de la chauve-souris en donnant à ses ailes, qui étaient des ailes battantes, là c'est une erreur, la forme d'ailes de chauve-souris. Eh bien, Airbus a repensé, s'est inspiré de l'aile de l'albatros, vous savez, ce grand voyageur, ce grand planeur, avec une aile à courbure variable, très allongée, et surtout, très important, en bout d'aile, le rôle des grandes plumes qu'on appelle les voliges. Et regardez, ils ont réalisé non pas un avion, mais une maquette. Et cette maquette vole parfaitement. Et regardez bien, au moment du décollage, eh bien, l'aile va se déformer, va se redresser, la courbure va varier, et surtout, les extrémités d'aile, comme les grandes plumes de l'albatros, vont se relever, et en vol, elles vont sans arrêt osciller. Autre voie de recherche, l'aile volante. Ah oui, ça c'est un vieux projet. Je me souviens très bien dans les années 50-60, on voulait s'affranchir de la structure. Vous savez, l'avion, disons, a peu évolué, enfin dans sa forme, je dirais dans sa forme au cours du siècle écoulé. C'est toujours une structure, un fuselage, flanqué de deux ailes, sur lesquelles on accroche les moteurs. Eh bien cette fois-ci, avec l'aile volante, on va faire deux en un, c'est-à-dire qu'on va rassembler le fuselage avec les ailes, de donner quelque chose de massu, de compact. C'est-à-dire que le ventre de l'avion va se transformer en aile et va jouer dans l'important. On va garder des moyens d'ailes pour les gouvernes, et puis on va placer les moteurs. Et oui, le vrai problème de l'aile volante, c'est trois choses. Le problème, c'est d'abord la stabilité. C'est plus un appareil classique, mais avec les commandes de vol électriques et surtout les calculateurs de vol, le problème est résolu. Le deuxième problème, c'est où placer les moteurs.
n'a plus d'ailes pour les accrocher. Et puis le troisième problème, c'est le confort des passagers. C'est-à-dire que les passagers vont se trouver à 10, 12, 15 de front, mais il n'y aura plus de hublot. Accepteront-ils en quelque sorte ce huis clos? Autre voie de recherche dans le domaine des moteurs, je voudrais dire, c'est un petit peu un retour en arrière. On revient à l'hélice, mais à l'hélice dite carénée, le open rotor. Alors, petite explication. Quand vous regardez un turboréacteur, vous voyez qu'à l'avant, il y a une énorme hélice, une énorme ouverture qui fait jusqu'à maintenant 3 mètres de diamètre et qui avale des kilos d'air pour les rejeter à l'arrière. C'est ce qu'on appelle la soufflante. Elle participe pour 90% de la poussée au moment du décollage. Et 10% seulement du flux traverse le turboréacteur, c'est mélangé au kérosène et donne la poussée vers l'arrière. Donc vous voyez le rôle donc de l'hélice. Un turboréacteur, c'est en quelque sorte une hélice carénée. Donc on va enlever le carénage et on va avoir, je voudrais dire maintenant, une hélice ouverte, un open rotor. Et donc, ce sont des travaux qui avaient déjà été menés lors de la deuxième crise pétrolière, qui avait été abandonnée. Et on est revenu aujourd'hui avec de nouveaux essais avec l'open rotor. Regardez bien l'allure que ça a. C'est donc une turbine, de cette forme, mais elle alimente, ces turbines entraînent une hélice avec de très nombreuses pales en forme de cimeterre. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus silencieux. Ensuite, variante, on peut mettre 2 hélices qui soient contre-rotatives. L'une tourne dans un sens, l'autre tourne dans un autre. Les Russes l'avaient déjà fait sur des bombardiers. Donc ça, l'open rotor, c'est une voie de recherche, c'est économique et surtout, il semblerait que ce soit la voie qui permette sur des avions, des moyens courriers, d'être en quelque sorte peut-être la voie vers laquelle on va s'orienter pour des avions de l'ordre de 150 à 200 places, c'est-à-dire, eh bien, les fameux successeurs de 2 avions emblématiques, monocouloir, l'A320 d'Airbus, parce qu'il va falloir trouver un successeur, et on cherche, et puis le fameux Boeing 737, vous l'avez vu, qui est arrivé à bout de souffle. Donc, voilà les travaux menés. Et l'électricité, me direz-vous, on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme ça, on n'en voit rien venir. C'est très complexe, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un bilan de masse. Si vous utilisez l'électricité à bord d'un avion, vous allez le fournir avec des batteries, ou bien vous allez la fabriquer à bord. Si vous la fabriquez à bord, on va faire un hybride, c'est comme pour les voitures. Si vous l'embarquez, elle sera sous forme de batterie, et là, on a un devis de poids. Le problème est tout simple. Dans 1 litre de kérosène, vous pouvez utiliser 10 kWh d'énergie. Pour avoir sa même quantité d'énergie, avec des batteries, il faut 7 fois plus de poids. Au lieu pour 10 kWh, il va falloir 7 kg au lieu d'avoir 1 kg. C'est tout. Lorsque l'on a résolu cette équation, on pourra faire des avions électriques. Alors des progrès sont faits, évidemment. Alors, plusieurs voies de recherche. La première, c'est j'oserais dire, d'électrifier au maximum l'avion, parce que les moteurs électriques ont un excellent rendement. C'est le freinage électrique, ce sont des gouvernes électriques, c'est la climatisation électrique, c'est l'assistance électrique au roulage. Voilà, ce sont des voies de recherche qui permettent d'utiliser au maximum l'énergie électrique. L'autre voie de recherche, c'est l'avion hybride, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser des turbines avec des hélices, mais un moteur électrique avec des batteries va aider au moment du décollage. Par exemple, eh bien, au dernier salon du Bourget, il y avait un projet français d'un avion qu'on avait transformé, c'est-à-dire un bimoteur classique sur lequel on avait mis une hélice à l'arrière, c'est un push-pull, 2 hélices vers l'avant, une hélice vers l'arrière, et un moteur électrique pour aider l'hélice arrière. C'est le projet Voltero sur lequel on l'a vu au salon du Bourget. Alors, un avion tout électrique, ça sera valable que pour sans doute des petites unités, des 8-10 places, comme par exemple ce petit avion qui est dérivé d'un avion classique, un turbopropulseur, le Caravan. Eh bien, il existe maintenant la version Caravan, mais tout électrique. Simplement, l'autonomie est beaucoup plus limitée qu'avec du kérosène, mais vous voyez, c'est une voie vers laquelle on s'en va. Et puis le dernier point, si vous voulez faire un A320 tout électrique, l'équivalent, eh bien, il va falloir derrière, il remorque un autre A320 sans moteur qui servira qu'à transporter les batteries. Vous avez compris l'équation. Reste que donc l'échéance de l'avion décarboné, moins carboné, je dirais, à l'horizon 2035. Oui, mais l'avion complètement décarboné, à mon avis, c'est illusoire.